Mais non, on s'en va les couilles, c'est une discussion entre potes. Qu'est-ce que Oui. t'as mangé, Robin, ce matin là? Alors, T'as mangé, il m'a cassé les T'as couilles. mangé les œufs avec Jules? Je l'ai fait. Je l'ai fait un porridge. Il était là, porridge c'est nul, c'est pas la vraie nourriture. En plus j'ai faim après et c'est pas bon. Je lui ai fait un truc mec, j'ai fait flocons d'avoine avec du yaourt au soja à noix de coco, avec de la noix de coco râpée, de la whey, du miel, du chocolat noir, des framboises surgelées. J'ai tout mélangé là comme ça, là. C'était incroyable. C'était bien bon. moche, mais C'était bien moche. bon. Ok. Et ça se peut se manger direct, c'est pas obligé de laisser imbiber, genre? Non mec, direct. Là j'ai trouvé une technique mec, c'est insane. Vas-y. Prends Bah, tes je vais me flocons blinder d'avoine, le soir en dessert à ça. Mec, non mais en fait c'est insane. Tu prends tes flocons d'avoine, tu mets de l'eau chaude à équivalent du poids de tes flocons d'avoine. 100 grammes de flocons d'avoine, tu mets 100 millilitres d'eau chaude, à peu près. Tu touilles, t'attends que tes flocons d'avoine ils grossissent un peu. Après, tu mets tes carrés de chocolat noir, comme ça ils fondent. Tu mélanges bien. Après, tu mets 100 grammes de yaourt Alpro goût noix de coco. Du coup, c'est du yaourt soja bien noix de coco. Tu rajoutes un peu de noix de coco râpée. Tu mélanges. Tu mets un peu de miel. Et tu mets ta whey que t'as mis en sludge. Donc, en gros, t'as mis genre 10 centilitres d'eau dans ta 30 grammes de whey. En mode, ça fait une danette. Oui, j'ai vu, j'ai Ça baisé, fait t'inquiète. Oui, tu fais ton coulis comme ça, tu le mets, et après, tu rajoutes tes framboises surgelées, tu mélanges tout, c'est insane, mec, c'est incroyable. Et c'est prêt en 10 minutes, même pas. Ok. Parce que Tu tu sais, vas les flocons d'avoine, je t'enculer les à mange ça, crus. je sais. Je les mange crus, mais du coup, je me suis Oh. dit, vas-y, j'aimerais bien tester quand même des trucs un peu comme ça, là. Pire que toi. Non, mais lui, c'est pire. Lui, c'est. Lui, c'est. C'est une autre planète, gros. Il a un bol avec des flocons d'avoine crus. Juste les mange le paquet en fait. Et juste, il mange les flocons d'avoine. Tu m'étonnes. Zéro cal. C'est bon. Ah yeah. C'est la diète la plus brutaliste du monde. Bah oui, j'encule entre 70 et 100 grammes comme ça dans le bol. En plus, ça doit gonfler dans ton bide après, frère. Ça doit. Faire attention, hein. Petite occlusion. Non, en intestinale vrai, après. bon transit. Tu sais Il y a un mec qui est mort comme ça. que t'as un mec qui est mort en mangeant des nouilles sautées. Non, les nouilles instantanées là. Mais crues. Il a mangé 3 ou 4 paquets et ça a gonflé dans son bide. Ça lui a fait Ah ouais. exploser le bide. C'est chaud, c'était un gosse, hein. Bah, il est Il con. rentrait de l'école et il mangeait les. Mais il est comme con, ça. il est con. Il aimait bien manger les nouilles crues. Oui, mais. Enfin, bref. Ouais. Bah, sinon, voilà. Hein. Voilà. hein. Alors, c'était quoi les sujets du podcast? Alors, il n'y a pas vraiment de sujet. Moi, Si, j'avais parlé- et j'avais Robin, parle mis plus des fort ou points. passez-vous le micro, hein. Ouais. Bah, je parle fort déjà. Je pense. Ouais, moyen. Oui, je disais, j'avais noté les des sujets. points. J'avais noté des sujets de points, mais c'était plus des questionnements que moi je m'étais fait par rapport à la grimpe, mais c'est pas plus. Enfin, plus largement, on peut parler d'escalade de façon générale. Pourquoi tu changes tout le setup? T'inquiète, j'essaie de faire un truc. Mais je peux te lire les questions déjà, et après on voit de quoi on parle et tout. J'avais marqué pourquoi. Alors, ça, c'est plutôt une analyse perso, mais pourquoi des grimpeurs ont tendance à recoter souvent à la baisse des blocs qu'ils font et c'est souvent quand c'est des blocs qui sont proches ou à leur niveau max. Ça, c'est une sensation que j'ai qu'on voit surtout sur les réseaux et tout, quand les gens publient leurs blocs et qu'ils mettent leur propre avis, en sachant que sur des sites où tu vois les blocs, où tu peux te repérer par rapport aux blocs, surtout à Fontainebleau et tout, il y a une notation générale, donc tu peux voir une courbe en fonction de la cotation, donc ça se régule, mais il y a quand même, j'ai l'impression, cette sensation chez certaines personnes à vouloir sous-coter les choses, soit par une question d'ego, soit parce que je sais pas. Bonne question en tout cas. J'avais un autre truc qui dit pourquoi les conventions en escalade elles sont importantes à mes yeux, elles doivent être respectées pour promouvoir
le sport et que ça soit plus juste au niveau de plein de choses. Les conventions, ben, c'est toutes les règles un peu tacites. Comme en street, tu pourras avoir faire une figure correctement et pas tricher en somme. Prévenir et former les gens, oui. Alors là, c'est parce qu'aussi quand on grimpe en extérieur, on est dans des sites naturels qui peuvent être même des réserves sauvages ou des choses comme ça. Et il y a plein de règles à respecter pour préserver les sites. Et c'est pas juste ta pratique dans un milieu extérieur et tu t'en bats les couilles de ce que tu fais. Parce qu'il y a aussi des animaux et des plantes et plein de choses qui sont autour de toi et qu'il faut respecter parce que t'es pas chez toi. Il y a aussi le fait de la question de la morphologie en escalade et du coup qui peut s'appliquer aussi sur les styles différents de grimpe. Mais le fait qu'on est tous logés à la même enseigne, que tu fasses 1m80 ou que t'en fasses 1,50, ben la cotation c'est la même pour tout le monde. Et donc c'est une question qui pourrait se poser, tu vois, parce que en boxe on a des catégories et on a plein de choses comme ça. En escalade t'as pas du tout cette notion-là. Voilà, on peut parler du système de cotation, bon ça c'est vite fait. Le fait que le style de grimpe, bah, il évolue de plus en plus et c'est en train d'un peu se diviser entre la grimpe en extérieur qui est un style classique et ce que tu peux retrouver en compétition avec des trucs beaucoup plus dynamiques et visuels pour un peu rendre le truc genre bam bam c'est stylé alors qu'en fait pas forcément pour tout le monde et pour et la question de la de grimper en extérieur, est-ce que c'est un truc est-ce que c'est un Graal que tout le monde doit atteindre ou est-ce que c'est aussi un truc un peu élitiste où les gens qui grimpent en extérieur disent que ceux qui le font pas sont nuls, enfin sont pas des vrais grimpeurs, tu vois. Ouais. Et ou est-ce que c'est un but à atteindre et on s'entraîne en intérieur pour pouvoir grimper en extérieur Enfin en fait l'escalade tend à se diversifier de toute façon dans sa pratique et dans globalement entre soit les lieux où elle se fait, soit même la façon dont les gens grimpent et du coup ça fait une diversification de sport comme le freestyle ou la force en street par exemple. Voilà, c'était un peu ça, mais ça c'était des points que je m'étais noté, mais après on peut parler d'autres choses, enfin de plein de choses. Je sais pas après aussi ceux dont vous avez envie de questionner par rapport à votre podcast aussi, en quoi ça peut être intéressant dans la mesure où c'est un podcast quand même Mind Power. On s'en bat les couilles. Très bien. Oui. Ouais. Bon. Qu'est-ce que sur les cotations bien- là? Ça a commencé déjà. De toute façon, Ouais. l'intro, elle était au tuto du. Non, des non, pourris, non, là. je veux faire Si, une si, intro bah là. si. C'est. Oh, c'est- putain. alors, ta gueule, ta gueule. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Mind Power. Aujourd'hui, nouvel épisode hors série. Hors série. Voilà, on commence les hors série cette année. On invite des nouveaux invités. Mon frère Robin ici présent pour nous parler de son sport, l'escalade. Voilà, on va pas faire que du street les mecs. Il existe d'autres sports dans la vie, donc on va ouvrir vos chakras, ouvrir vos esprits. C'est la meilleure intro du game. Alors aujourd'hui, premier épisode hors série sur l'escalade avec Robin. Donc bonjour Robin, comment ça va? Bah, enchanté Jules. Ok. Ça va bien. J'aimerais que, vite fait, tu te présentes pour les gens qui te connaissent pas et que tu nous dises un peu, du coup, le sport que tu fais. Depuis combien de temps tu fais ça et où t'en es un peu dans ce sport. Juste la base. Ouais. Donc moi je suis le frère de Jules, mais ça c'est anecdotique par rapport au podcast. Je fais de l'escalade depuis... J'ai commencé de façon un peu par bride quand j'ai eu 18 ans. Je pense que à l'âge de 21-22 ans, j'ai commencé vraiment à m'entraîner 3 fois par semaine dès le départ. Donc ça fait 9 années à peu près, 9-10 ans que je grimpe. Voilà, en globalité. Ok. T'as commencé ça de manière totalement aléatoire ou... J'ai commencé par faire un peu de voix quand j'étais en études dans le sud. Après, quand je suis monté à Paris pour bosser, j'avais tout arrêté. J'ai fait un petit peu de bloc. Puis comme j'étais tout seul à faire du bloc, j'avais du mal à être assidu et les salles étaient très loin à cette époque-là. Il y avait très peu de salles, il n'y avait pas de salles au centre de Paris.
Donc ça m'a un peu démotivé. Puis je me suis retrouvé dans un nouveau taf avec des gens qui allaient grimper 2 fois par semaine dans une salle. Donc ça m'a remotivé, je me suis remis au bloc. Suite à ça, moi je me suis rajouté des séances en solo en plus. Parce que ça me faisait pas assez 2 fois par semaine. Et puis après, c'est devenu une routine et ça a été tellement plaisant que après j'allais m'entraîner même tout seul. J'avais plus de problématique à m'entraîner tout seul. J'y allais parce que ça me faisait kiffer. Et puis de là, c'est fait que j'ai rencontré plein de gens au fur et à mesure et que j'ai créé mon propre groupe de grimpeurs. Et puis voilà quoi. Et puis après la vie. Trop bien. Et ce qui est cool, c'est que Nico a aussi une expérience dans ce sport de l'escalade. Est-ce que toi aussi, Nico, tu peux un peu introduire quand est-ce que c'est arrivé l'escalade dans ta vie? Pourquoi? Avant, pendant le street, après? Tu vois, histoire de savoir un peu d'où ça vient et comment ça a traversé un peu ton parcours, tu vois. J'ai commencé le street le 2 octobre 2015 et du coup, c'était en fin de seconde. Ensuite, il y a eu la première. Ensuite, il y a eu la terminale, 2015, 2016, 2016, 2017. Et en janvier 2017, je me suis inscrit dans un club d'escalade. J'avais un gars de ma classe avec qui je m'entendais bien quand on faisait. Et du coup, je me suis inscrit à son club. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Et puis après, le lycée il s'est arrêté. Et j'ai continué un peu l'escalade à mes heures perdues sur mes jours de repos en street. De temps en temps comme ça. Genre, c'était aléatoire, hein. C'est une séance tous les 2 mois, on va dire, 3 mois. Peut-être des fois 3 séances dans le mois. Et du coup, principalement bloc. Parce que voix, bah, je connaissais pas forcément grand monde. Et puis après, voilà, j'ai fait ça pendant le street. Ensuite, le street, il s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, dans les 2 années entre 2000, de 2020 à 2020-2021, il y a eu des périodes il y a eu une période particulièrement où pendant plusieurs mois, je me suis vraiment mis à fond à l'escalade, vu que j'avais un site en naturel à côté de chez moi à Rennes, à Saint-Aubin-du-Cormier. Et du coup, je me suis acheté un crash pad et puis je suis allé. C'est pas un gros site de bloc, mais j'ai fait un peu de bloc là-bas. Et puis après, j'ai arrêté, j'ai commencé la salle et on est là aujourd'hui. Ok, et juste pourquoi t'as arrêté? Il s'est passé un truc? Bah, j'ai arrêté, je crois que j'ai re-arrêté l'escalade pour essayer de reprendre le street. Ça, j'ai repris le street une première fois, genre 8 mois. J'ai abandonné, j'étais perdu 2 mois. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de faire de l'escalade. J'ai fait de l'escalade pendant je sais pas combien de mois. 4 6 peut-être 7 mois. Ensuite, j'ai re-arrêté l'escalade. Je me suis dit, non, vas-y, c'est du street que je veux faire. J'ai tout donné pour le street. Et j'ai re-arrêté le street et je suis tombé sur la salle. Enfin, en même temps, et voilà. Ok. Ok. Moi, je trouve ça intéressant parce que Robin, il a pas vraiment fait du street, mais il en fait un peu à côté. Et je trouve ça drôle à quel point les deux sports, ils sont proches. Et en même temps, c'est pas du tout les mêmes sports, mais il y a plein de pratiquants qui ont des facilités pour aller vers l'autre et des affinités et vice versa. Et ça serait intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Ouais. Et je pense que c'est aussi assez complémentaire dans certaines figures où tu peux voir par exemple des gens qui, bon, souvent des bons grimpeurs de base parce qu'il faut un bon niveau physique pour faire un début de street, mais il y a des gens qui vont s'entraîner à faire du front, mais sur des réglettes et en escalade, tu vois, ou de la traction à bras, ce genre de choses, des figures que tu peux retrouver un peu en street. Et en même temps, quelqu'un qui a été streeteux au départ, et moi j'ai pas mal de potes qui ont fait du street avant, et qui se sont mis à faire de l'escalade, ont eu cette... En gros, ils commencent le sport en ayant déjà la base physique. Ils ont pas la base de renforcement des tendons et des doigts, et qui ça par contre met d'ailleurs beaucoup plus de temps à progresser et à grandir que la force musculaire. Les tendons, ça se travaille sur des mois et des mois, et
Du coup, ça peut engendrer des blessures parce que t'as une masse physique qui te permet de faire des trucs que normalement tu pourrais pas faire parce que tes doigts sont pas prêts, mais tes muscles qui prennent un peu le relais et du coup tu peux te blesser. Bon, c'est une anecdote, mais en tout cas, il y a ça. Et des grimpeurs qui passent au street, il y en a un petit peu aussi, mais comme tu as un profil de grimpeur, souvent tu peux avoir un profil léger aussi, et donc ça peut te permettre aussi des facilités en street. Hmm. Ce qui fait que les deux sports, en tout cas dans les starters, genre si t'es fort dans l'un ou dans l'autre, tu peux faire la passerelle et un peu aller commencer à toucher l'autre sport. Sans non plus, t'as pas non plus, c'est pas un cheat code où genre t'es un super grimpeur, tu vas streeter et pouf, tu fais des planches, mais, euh, mais quand même ça peut être un chemin en tout cas. Et après, il y a aussi tout l'aspect de mentalité et le mindset que tu as, surtout en bloc quand tu es en bloc par rapport au street, ça peut être un peu pareil. Tu peux te retrouver dans le fait d'être un peu en hypnose dans ta pratique, quoi. Dans ton mouvement en tout cas. Moi, ce que je retrouve surtout, c'est ce côté aussi physique. Genre, pour moi, les deux athlètes à haut niveau, ils sont tous secs. Et du coup, ils ont une maîtrise de leur corps dans l'espace. Et c'est tout au poids du corps. Et ce qui fait que les deux sports, ils se rapprochent beaucoup en termes de mécanique et de physique. Tu vois, c'est toujours ton poids, ton corps dans la gravité. Et du coup, c'est pour ça, je pense que quand t'es fort en street, tu peux facilement prendre du plaisir à faire de l'escalade parce que t'es à l'aise avec ton corps et t'es fort physiquement, et vice-versa. Même si depuis l'escalade, je pense que C'est plus dur. c'est plus dur, ouais. C'est plus dur parce que t'engages pas forcément les mêmes groupes musculaires, tu vois. Et Mm. disons que en street, je vois un peu ça comme une force pure pour atteindre un mouvement, tu vois, où il faut vraiment engager un certain nombre de muscles dans une certaine position, un truc nerveux pour que ça passe. Alors qu'en escalade, tu joues vachement plus sur la proprioception. Si t'as pas la force physique, tu peux essayer de travailler tes équilibres et trouver des points. Et t'as des instants où tu vas lancer un mouvement dynamique et être un peu tu vois, en hasard pour atteindre la prise d'après et évoluer en fait. Mm. Du coup, ouais, ça c'est un peu les deux différences. T'en penses quoi, toi, Nico? Bah, il y a plusieurs types déjà de grimpe et de profil et tout ça. Mais tu vois, par exemple, un bloc où t'as pas ce move de dynamique et potentiellement d'aléatoire, où entre guillemets tu contrôles tout. En vrai, c'est exactement pareil que une figure de street. Parce qu'une figure de street, t'as... tu dois toujours répéter le même truc pour arriver au bout d'un moment à être capable de faire la figure. Et quand tu débloques cette figure-là, et bah, ça t'a appris des choses dans ton corps qui vont te permettre aussi de débloquer d'autres figures et t'as acquis certains prérequis qui restent, alors que t'as travaillé qu'un seul mouvement. Et en escalade, c'est pareil. Je sais pas, genre, tu travailles un bloc, tu fais que ce bloc-là, qui est genre une ou deux cotations au-dessus de ton niveau vachement dur, tu vois, genre tu l'as pas du tout. Tu fais que travailler ce bloc-là, et bah, il va t'apporter et il va te développer des trucs dans ton corps qui fait que quand tu vas réussir ce bloc, et bah, tu vas aussi être capable de pas réussir que ce bloc-là, mais tous les autres blocs du même niveau. Pas tous, mais beaucoup. Et du coup, d'un seul coup, tu débloques une range de blocs de même niveau alors que tu as travaillé qu'un seul truc. Comme sur une figure en street un peu. Mm. Et du coup, ça te redonne des prérequis pour avancer. Mais c'est là où l'escalade elle se différencie, c'est que bah, y a plein de variétés de types de grimpe différents. Et aussi, il y a de l'aléatoire, par exemple, chose qu'il n'y a pas en street. Ouais, ou beaucoup moins. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la notion de force en escalade, ouais. Il y a vraiment cette notion de... Enfin, en fait, vu que ton corps interagit sur un module qui est différent à chaque fois, donc la roche ou bah, Déjà, t'as des rushs des différentes. voies et des roches différentes, fait que en fait, même si toi ta force elle bouge pas, il y a tellement Déjà, d'autres t'as toutes les facteurs conditions. externes et les conditions externes en T'as plus. les conditions météorologiques. Ouais. Donc, plus il fait froid,
tu vas avoir une meilleure adhérence sur le rocher au niveau de la main. Plus il va faire chaud, plus le rocher va extraire de l'eau en gros en été, il sointe. Et du coup, c'est tout pâteux, c'est pas agréable, et du coup, ta peau, elle a beaucoup moins de friction. Donc ça rend la chose plus dure, et la plupart des gens qui font leur cotation max, ils les font en hiver, dans leur niveau maximum. T'as les différentes roches, que ce soit du grès, du granit, bah tout ça, c'est pas les mêmes sensations, et du coup, t'adhères pas de la même façon. Ça peut s'effriter ou alors être beaucoup plus dur. Ouais, mais même au niveau de la sensation de la peau, tu vois. C'est c'est comme si toi tu devais toucher du bois ou du métal, c'est pas du tout pareil, tu vois. Du Ça coup, il y accroche a des gens mieux qui ont des aussi. préférences, mais oui, voilà. Ok. Et ça, c'est selon les sites sur lesquels tu vas. Après, tu as toute la condition aussi des hauteurs de blocs. Par exemple, si tu fais un highball qui sont des très très grands blocs, bah, ça se rapproche même du free solo, c'est-à-dire que la chute est interdite parce que sinon c'est fatal, quoi. Bah, du coup, ça ramène une notion de peur et de stress que tu as en supplément, c'est-à-dire que des fois, quand tu fais un mouvement dans une salle de grimpe où tu as des gros tapis, tu as moins peur de t'envoyer et te vautrer la gueule que si tu es sur un highball et que t'as pas le droit de tomber, tu vois. Hmm. Ou même si tu es en extérieur et que tu peux tomber, bah déjà tu as un certain nombre de crash pads au sol et tu as des gens qui sont des pareurs qui sont là pour te réceptionner, mais ça rajoute un aléatoire qui fait que la chute elle est pas aussi safe que dans un endroit qui est aseptisé. Donc il y a un côté intellectuel là-dedans aussi. Ce qui fait que souvent, il y a des gens, quand ils travaillent leur niveau max, par exemple, ils peuvent faire une séance où ils sont extrêmement forts, ils débloquent tous les mouvements. Et puis la séance d'après, ils vont y retourner en disant bah, cette fois c'est bon, je vais pouvoir finir le bloc parce que j'ai travaillé chaque partie du bloc en indépendant et je les connais. Et ben quand ils arrivent, d'un coup, pendant une, deux et peut-être plein de séances, ils vont plus réussir à refaire les moves, tu vois. Parce que ça peut être du mental, ça peut être les conditions et faire que il y a ce côté aussi où il faut que tu arrives que les planètes s'alignent aussi pour quand t'es dans ton niveau maximum et que ça rentre, quoi. C'est pas c'est pas parce que t'as fait une fois le bloc et que tu l'as fini que si tu retournes la semaine d'après, bah tu vas le refaire, tu vois. Hmm. C'est intéressant ça aussi. Ouais, donc il y a Alors qu'une vraiment une figure de notion de street, c'est chance. plus. Ça dure plus dans le temps. Ouais, Genre, c'est mais c'est vraiment. pareil. Tu progresses en fait. Et si tu progresses, bon, bah, à un moment, tu débloques la figure et tu continues de progresser vu que tu Ouais. changes pas ton système. Quand t'as la planche, Du coup, t'as tu la la perds planche, pas quoi. en fait. Une fois que tu as des planches, tu la débloques. Oui, non, je suis moyennement d'accord avec ça. Parce que, en fait, c'est pas parce que t'as une full un jour de la semaine que après, quand t'es fatigué, ça se trouve, tu l'as plus. Ou il suffit que tu aies une petite pause, tu l'as plus, il faut que tu la récupères. Il y a jamais rien d'acquis, en fait, même en street. Mais ça, c'est Rien parce que n'est. ton système, il est pas bon et tu le gères mal. J'ai dit ça en partant du principe que ton système, il est bon et que tu le gères bien. Donc si tu progresses en fait. Oui, ok. Oui, dans le meilleur des mondes, quoi. D'accord. Moi, le jour où j'ai débloqué la Straddle, la Tuck Advanced, la Full, bah je les ai jamais perdus en fait. Parce que mon Oui. système, il était bon et il À marchait. partir ouais. Ok. Est-ce qu'on peut éclairer un peu les mecs qui font pas d'escalade sur les cotations et les niveaux de difficulté pour qu'ensuite on puisse après montrer des vidéos pour dire à peu près voilà à quelle cotation c'est et quelle difficulté c'est, sachant que du coup il y a une échelle de difficulté en escalade en fonction des voies et des prises que tu utilises et tout ça. Bah déjà, il y a enfin les cotations sont différentes qu'on soit en bloc ou en voie. Le niveau max en voie et enfin la cotation est plus haute que le niveau max qu'on a en bloc actuellement. Ça c'est dû aussi au fait que bah, une voie ça dure longtemps et t'as plus de mouvements à faire et qu'en bloc ben t'as moins de mouvements mais c'est souvent des mouvements plus vénères. Ça commence, c'est en chiffres, donc t'as les débuts, tout début, même ça commence sur du plat, tu vois, mais tu vas arriver à 3 4 c'est le début, 5 6 7 8 on va jusqu'à 9. Donc ça, c'est les cotations. Et là-dedans se rajoutent des lettres, c'est-à-dire que donc si t'as 6, t'as d'abord un 6A, puis t'as le 6A+, après tu montes à 6B, 6B+, 6C, 6C+, et quand t'arrives à 6C+, après tu passes à 7A. 7A, 7A+, 7B, 7B+. Et cette logique, elle se continue. En voie, la cotation la plus dure, c'est 9C, c'est Adamandra qui a fait silence, par exemple. Et en bloc, jusqu'à très récemment, c'était 9A. Et là, actuellement, il y a un mec qui a fait un 9A+. Enfin, en tout cas, il la cote 9A+, mais c'est le premier à l'avoir fait, et il l'a fait tout seul.
Donc on attend de savoir s'il y a d'autres répétiteurs qui vont refaire le bloc. Parce que aussi, des fois, il y a certains blocs qui sont ouverts et ils sont peut-être jamais refaits ou dans très longtemps parce que faut tellement d'investissement dans un bloc comme ça. Tu mets des centaines et des centaines de séances pour le sortir que tout le monde n'a pas forcément envie de se mettre dans le projet d'un mec qui a été ouvert. Donc voilà, globalement c'est ça, les cotations. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est un mec qui a fait un nouveau truc. C'est lui qui va d'abord dire ouais, c'est tel niveau de difficulté. Et s'il y a personne d'autre qui a testé le truc, il peut dire ouais, ça c'est du 10C, les mecs. Alors qu'en fait, c'est peut-être rien à voir, gros. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est comme si moi je faisais une planche que jamais personne n'avait essayé. Mais je suis sûr que ça, en plus, on l'a fait en street. Il y a des mecs en street qui ont fait des nouvelles figures il y a 10 ans, genre. Des trucs de la merde, genre prior planche, tu sais, Nico. Et si en disant ouais, C'est mais pas de la ça merde, c'est hein. une planche qui oui, mais par rapport à je sais pas un truc qui est vraiment difficile, genre Oui, mais un regarde. truc sur Ouais. anneau qui est Van Oui. Gelder ou je sais Ouais. pas quoi. Oui. Tu dis ouais, ça c'est ultime les mecs, je nique tout le Ouais. monde, j'en ai inventé une planche et C'est tout. normal, Ouais. c'est Puis l'évolution. toi t'as 100 athlètes qui ont fait la même planche, ils savent que voilà. Au début, il y a un mec, le premier mec qui a fait une planche, il y avait sûrement pas la maltaise qui existait, tu vois. Il a fait la planche et on pensait que c'était la figure ultime. Puis après, les années ont évolué, Oui. il y a de nouvelles pratiques qui arrivent, tu vois. Maintenant, nous, dans les cotations, c'est pareil. En bloc, au début, par exemple, dans l'histoire de Fontainebleau, il y a eu le tout premier CISA, tu vois, qui a été ouvert. Et du coup, les gens, ils faisaient que le 6, c'était le niveau max. C'était ce que tout le monde pensait faire. Et on pensait pas qu'un jour, on allait débloquer le 7, puis le 8 et le 9, tu vois. Donc, ça évolue avec le temps. Et c'est aussi... ça ne fait qu'évoluer avec les approbations des gens. C'est-à-dire que, par exemple, sur un secteur comme la forêt de Fontainebleau, donc au sud de Paris, qui est un des plus gros secteurs de blocs européens, on a un site qui s'appelle Blue Info, où chaque personne peut créer son identité, et tu mets les blocs que tu as fait quand tu les as fait, et tu les juges, tu mets ta cotation. Du coup, ce qui fait que, par exemple, tu as des blocs, on va dire qu'il est coté 7A plus 7A. C'est-à-dire que 7A plus 7A, ça veut dire que, tu vois, il y a aussi des gens qui disent que c'est que un 7A et pas un 7A plus. Du coup, tu vois, t'as cette moyenne, tu vois une courbe. Mm. Ça permet de savoir si un 7A est ce qu'on pourrait dire un vrai 7A, parce que tout le monde dit c'est un 7A pur, ou s'il est 7A, si c'est plus, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il vaut pas la cotation Bah 7A, oui. tu vois. Parce que ça dépend des gens, et de leur physionomie, et de leur taille, et de leurs insertions, et De tout la ça. morphologie, quoi. Et de la morpho. C'est-à-dire Un que- 6A pour quelqu'un, c'est peut-être pas un 6A pour l'autre. Ouais, exactement. C'est ça le truc tricky. Et t'as aussi cette notion personnelle où, Bah oui et par non. exemple, Oui et non, parce que en fait, en escalade, il y a tellement de paramètres qui se mélangent. Les conditions, le type de roche, de tous tes leviers, de machin. En fait, il y en a tellement que une fois que tu mélanges tout ça, bah il y a un côté où tout le monde est égaux face au bloc, sans sans partir dans des exemples extrêmes en mode bah oui quoi, si les prises elles sont à 2 mètres et que t'as pas l'envergure, tu vois, et tu peux pas trouver de méthodologie pour y aller, bah tu peux pas, tu vois. Mais sans parler d'exemples d'extrêmes comme ça, il y a un truc où bah tout le monde est un peu égaux finalement à la cotation et à la difficulté du truc. bah, ça peut dépendre aussi, tu vois, parce que moi, je connais pas mal de grimpeuses qui ont une taille qui est assez basse, et pour elles, tous les blocs sont assez compliqués, quoi. Plus compliqués que pour un mec qui a une moyenne d'un mètre 80, tu vois, globalement, tu vois. Donc, il y a ce truc-là, et en même temps, il y a certains blocs, pour les gens grands, c'est impossible. Parce qu'ils sont trop en boîte, ils sont trop serrés, ils n'arrivent pas à se Ah ouais. voir dans le rocher. Ok. Donc, il y a aussi cette capacité-là. Oui, mais ok, je vois le truc que veut dire Nico. C'est que peut-être qu'un mec qui est grand mais qui est pas explosif, Oui. au final ça revient au même qu'un petit qui est très explosif et qui a beaucoup de force. C'est ça que tu veux dire? Genre que en fait la somme totale des points positifs et des points négatifs chez quelqu'un, ça s'équilibre par rapport à tout le monde. C'est pour ça qu'on fait Oui. une moyenne des Et cotations. c'est la même au final, chose en c'est street que lift et en power. Dans l'ensemble.
c'est que alors c'est le même principe, mais avec beaucoup moins de paramètres. Du coup, il y a beaucoup moins cette tambouille de paramètres aléatoires et de somme de variables et de paramètres qui est énorme. Vu que c'est entre guillemets un peu que tes leviers et que tous les mouvements c'est exactement les mêmes pour tout le monde, bah au final, par catégorie, Oui. donc là après ça fait le lien avec les trucs de catégorie, et bah quels que soient tes leviers, vu qu'il y a 3 mouvements et que généralement t'as toujours 2 mouvements de bien et un de merde, et bah au final tout le monde est un peu pareil. En tout cas, tout le monde peut atteindre 80-90% du niveau max en étant à l'équité. Après, effectivement, l'élite, oui, là, si t'as pas les leviers et la génétique pour, t'y arriveras jamais. Alors, ça me Mais tu donne vois, limite envie de faire une... jusqu'à un assez haut niveau, en fait, t'as beau avoir une morpho complètement différente de ton collègue, bah t'as forcément des avantages, des désavantages, et lui, inversement, qui fait qu'au final, t'es sur le même piédestal. Oui, oui, je vois. Mais est-ce que tu as déjà réfléchi à ces niveaux de cotation de tranches par poids en compétition pour le street, pour les compètes de street? Est-ce que tu penses que c'est un truc qui est légitime et intéressant ou c'est à chier? Ah oui, donc là, c'est le sujet des catégories en street. Ouais, parce qu'il y a effectivement des catégories en boxe et du coup il y a des catégories en compétition d'escalade en bloc. Non. Non? Pas de poids? Non. Ok. Ah ok, ils l'ont pas fait en... Ok. Non. Mais du coup, après, on pourra se poser la question aussi pour l'escalade, mais au street, la question, elle peut aussi se poser, tu vois. Pourquoi ils font ça en boxe? Parce que... Parce que si tu te prends une patate d'un mec de 100 kilos et que tu fais moins de 60, tu meurs. En fait, c'est juste ça, la réalité. C'est que... Est-ce que c'est juste parce que le danger était trop grand qu'on a dit, bah vas-y, on va mettre des catégories de trucs, parce que au final, en gym, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de catégorie de poids non plus. En fait, c'est juste l'histoire de danger de quand c'est du 1v1 et que vu qu'on fait des sports qui sont individuels en soi, bah on s'en fiche. Ça fait intervenir beaucoup de choses. En vrai, ça c'est un podcast à part entière parce que c'est aussi la notion de force relative et force absolue. Oui. En tout cas, ouais. Et du coup, toi, tu penses que ça serait intéressant en escalade? De faire quoi? Je sais pas si la cotation... Non, je sais pas si... Bah, de trancher par poids sur les compètes de voies, enfin de blocs. Mais non, mais poids, là C'est tu pas tant le réfléchis poids qui avec est des problématique, œillères. c'est- Il n'y a pas que le poids. En fait, c'est juste Nous, le on a ce concept qu'on de appelle, catégoriser. Et le concept de catégoriser, tu peux l'aborder de plein de manières différentes. Le poids, c'est un truc qu'on fait. Il y a aussi la taille. Tu peux aussi regarder par rapport à des longueurs de segments. Après, Il y a si tu rentres l'envergure entre là-dedans, tes tu deux peux bras. carrément C'est-à-dire faire que c'est ce qu'on des appelle le ratios ape de index, longueur tu de vois. segments. C'est la Et puis après, distance tu peux faire en fait d'une main à plein de l'autre. formules de maths là-dedans. Et ça devient extrêmement compliqué. Et puis après, tu peux carrément lier des paramètres, lier le poids, la taille, des ratios de segments. Puis après, si tu vas plus loin, c'est quoi? C'est l'endroit de tes insertions musculaires, de tes tendons sur les os. Après, c'est aussi la longueur que prend ton muscle sur ta portion tendineuse. Enfin, ça va giga loin. Oui, donc c'est tellement complexe qu'en fait, vaut mieux, vaut mieux pas le faire parce que c'est voué à Non, non, l'échec c'est en fait. intéressant. Mais quand je te dis que c'est un podcast à part entière, le sujet des catégories, tout sport confondu, hein, c'est très dur. Ouais, mais en fait, quand même, l'observation que j'ai faite, elle est intéressante parce que on se rend compte que mine de rien, les tranches de poids, elles sont souvent impliquées au sport de combat. Qu'est-ce que t'appelles sport de combat? Boxe, tout type de boxe, Non, mais judo. pourquoi ces sports-là? Parce que Power Mais parce que Strictly, c'est c'est du caté de poids. 1v1. Oui, c'est vrai. Power Oui, c'est vrai. truc, c'est pas du 1v1 et c'est pas on se tape dessus. Hein. Putain, mais oui, mais ça n'a aucun sens alors. Ça n'a vraiment aucun sens. Je sais pas, au foot, c'est quoi les catégories? Il y a des catégories? Non, mais tu Pas vois, de catégorie. c'est. Oui, mais Les pourquoi, femmes et les comment Pourquoi on mixe pas les femmes et les hommes?
Oula, Ouais, voilà. on part dans un autre délire de podcast, on va se faire censurer. On arrête là. Ok. Attends, Pour c'était quoi le truc pimenter, de base? Les cotations, oui, c'était Robin les était sur cotations. l'explication du système de Oui, cotation ouvert, 2 lettres de différence entre bloc et voix. ouais. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a un peu expliqué les cotations, c'est là où j'aimerais bien commencer à montrer un peu des vidéos de ce qui est possible de faire en bloc externe d'escalade. Donc Robin, tu veux commencer par laquelle? Bah, pour toi, celle-là, si tu veux. Celle-ci? Ouais. Ok, donc là les mecs, je vous mets un- une vidéo de Robin en train de faire un bloc d'escalade et je vous laisse la vidéo et ensuite Robin là commente pour nous expliquer un peu. Tu peux même le faire en live en fait. Ouais. Donc ça, c'est un 7B qui s'appelle... Enfin, qui est à Magic Wood, qui est un secteur en Suisse, qui s'appelle Grid Deluxe. Et donc Grid Deluxe, c'est le nom du bloc. euh, qui est assez connu, bon, d'une part par son positionnement dans le secteur, parce qu'il est au bord de l'eau, c'est assez idyllique. C'est un bloc assez haut. Et en fait, vous allez voir que du coup, ce bloc-là, typiquement, les gens qui sont très grands le trouvent assez facile dans son chiffre de cotation. Mais pour les gens qui font ma taille et qui sont pas très grands, on tient vraiment sur des tout petits bouts. Là, le pied, il est sur rien du tout. Et là, aller chercher ce move et monter aussi haut la main pour choper la réglette, c'est un truc qui demande un dynamisme et qui est vachement difficile pour les gens de ma taille, tu vois. Et c'est ça qui rend le bloc très compliqué. Rappelle-nous ta taille et ton poids brièvement. Moi, je fais 1m69 et je fais 60 kilos. Ok. Ok. Donc typiquement, bah, ça c'est un 7B que des gens pourraient dire qu'il est 7 à plus. Et d'autres vont dire que c'est vraiment 7B bah, selon ta taille, quoi. D'accord. Ok. Et ça c'est un truc que tu peux first try ou qui va te demander plusieurs sessions, séances. Bah ça, moi, c'est un bloc que j'ai eu sur la fin d'une semaine de trip en l'essayant un peu tous les jours. Mais après, il y a des gens qui vont évidemment le flasher et d'autres... Enfin là, tout dépend après de ton niveau, quoi. C'est comme d'hab. Ok. Genre, c'était... Ok. Top. Ensuite on a ça. Ouais, on peut regarder ça par exemple. Ça, du coup, c'est un 7C que j'ai pas terminé, qui est en travail actuellement. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est un tout autre style de bloc par rapport à celui qu'on vient de voir avant. L'autre qui était plus dans un esprit dalle, alors que là, on est vraiment dans un dévers. Et ce qui est marrant, tu vois, c'est que en gros, ce bloc, il se sépare vraiment en deux parties. Euh, Ah c'est-à- dommage. C'est-à-dire que le début du bloc, il est vraiment côté 7C. Et après, si tu fais que la fin, c'est un 6. D'accord. Donc Et le moi, je niveau tombe après avoir fait la partie dur. difficile du bloc, quoi. Et donc là, tu peux aussi te poser des questions sur bah, le mental et ton cerveau, par exemple, qui va... T'es jamais arrivé jusqu'à cet endroit-là, et là, tu lâches, alors que techniquement, tu devrais pas lâcher, parce que t'as fait tout ce qui c'était avant, tu vois. Ou alors t'as plus de jus. Ou alors, t'as plus de jus. Soit c'est une notion de jus, soit c'est une notion de concentration, mais Mais ça se trouve en le refaisant tu pourrais y arriver quoi. bah, ça, on peut pas savoir, parce que typiquement, c'est le genre de bloc où j'y suis retourné après, et la séance d'après était bien pire que celle-là, où j'arrivais plus à refaire le début, tu vois. Donc c'est pas parce que t'arrives une fois à vraiment randonner le truc que tu l'auras à chaque fois. Ça a l'air d'être très frustrant comme sport quand même. C'est un sport où tu passes beaucoup plus de temps à tomber que À à finir réussir. sur le haut du bloc. Ouais. Donc il faut savoir prendre du plaisir dans la pratique. Et pas forcément juste à la finalité. Parce que Et Mais ça tu c'est vois, quoi? c'est ce qui. Ah. ça, c'est un autre 7B. Voilà, classiquement. Vas-y Nico, dis-nous.
C'est exactement la même chose qu'en street. Et les grimpeurs forts, pour avoir écouté, c'était quoi? C'était 2 documentaires. Ils sont trop bien. Il y en avait un sur Simon Lorenzi et un autre sur je sais plus qui. C'était Simon Lorenzi sur euh, mince. Bah, le 9A de Fontainebleau là. Il disait, Sur il Soudain racontait Seul, ouais. le truc de ouais, soudain seul. Tu vis que pour ça et t'es obsédé par ça, c'est vraiment une obsession. Et le jour où tu le réussis le bloc, et bah c'est plein de choses qui s'arrêtent dans ta vie. Et ça, psychologiquement, et bah ça peut être dur à vivre. Et en fait, si tu vis que pour la finalité, bah ça va juste que te détruire. Et c'est la même chose en street. T'es là, tu veux une figure, tu veux un niveau, tu veux un truc. Et au moment où tu l'as, et bah après tu veux toujours plus. Et du coup, t'es jamais, vu Tu que te t'es sens pas vide. présent, oui, vu que t'es pas conscient du moment présent et que t'apprécies pas le chemin, bah au final, à la fin, tu t'es dans le regret et voilà, t'es triste. T'en penses quoi de ça? Ça t'est déjà arrivé? Ben, l'escalade, c'est quand même un sport où, genre, la course à la performance est énorme. Que ce soit personnellement, mais aussi entre potes, tu vois. C'est-à-dire qu'on se compare quand même tous d'une certaine manière et on veut tous grappiller des cotes au fur et à mesure pour avoir. Parce que c'est un peu l'essence du sport, quoi. C'est de. Disons que, tu vois, typiquement, un bloc dans ton niveau max, si tu le finis pas, bah, il est pas validé. Donc en fait, pour les gens, bah, t'as pas ce niveau parce que tu l'as pas fini. T'as beau avoir passé des dizaines et des dizaines de séances dedans, ou, euh, ou quoi, tu vois, il faut que ça se termine en fait. Et du coup, il y a ce truc-là où ça peut être une charge mentale aussi de tu veux absolument le finir, et quand t'as passé beaucoup de temps dedans, bah à chaque fois, ça peut être un fardeau pour certaines personnes d'y retourner, tu vois, alors que Hmm. c'est pour ça que les gens qui passent, on parlait du mec qui a fait un 9A+, qu'il est allé, je vais dire un chiffre qui est totalement faux, mais je crois qu'il est à 400 séances dedans, un truc comme ça. Putain. C'est-à-dire que le mec, il y va tout le temps. Tout le temps, tous ces week-ends, il y va, tu vois. Bah, quand t'es pas forcément 400 fois avec tes potes, tu vois. Il y a des fois où tu vas tout seul. Mais te mettre 400 fois dans le même truc, Ouais. faut quand même être un peu pété du casque, quoi. Ouais, Tu vois. ouais. Il y a des gens, ils vont faire 2 séances dans un bloc, ils l'auront pas fini, ils voudront pas y retourner, tu vois. Ils veulent passer à autre chose parce que pour eux, c'est déjà beaucoup d'y être allé que 2 fois, tu vois. Oui, ça sert à rien Alors que de. des gens, ils y vont pendant 3 ans, tu vois. Les mecs ont ouvert soudain seul et ceux qui l'ont enchaîné, ils sont plusieurs. Mais ils ont passé des séances et des séances et des séances, tu vois. Ça se compte même plus, tellement il y a des trails, en fait. Et puis tu rêves de tout, quoi. Tu rêves du bloc, tu rêves, tu connais les mouvements par cœur, les positionnements, le moindre désaxement de doigt ou de pied. Et tu as un côté aussi, tu sais, très visualisation. Ouais. Tu, tu travailles le bloc quand t'es dessus, mais tu le travailles aussi quand t'es pas dessus. À la fois en faisant du renfou spécifique pour maîtriser certains mouvements, mais aussi en visualisation pour pas faire de. C'est comme jouer de la musique, quoi. Tu peux pas te permettre de faire des petits mouvements parasites en plus. Il faut que tu vois, t'enchaînes tes notes correctement, parce que sinon t'es plus dans le tempo. Ouais. Bah, en escalade, c'est pareil. Il faut que ça devienne tellement fluide que tu ne te questionnes plus sur les mouvements que t'as à faire pour finir le bloc. Quand t'es dedans, il faut que ça roule comme une partition de musique. Hmm. C'est ça qui est, je trouve, moins intéressant en escalade aussi. Donc, certes, topper le bloc, c'est intéressant, mais il faut pas que ça soit ta seule finalité, parce que sinon, ben, tu vas avoir une dose de plaisir tous les mois, tu vois, mais alors que tu t'entraînes tous les jours. Ouais. Il faut aussi que tu prennes du plaisir dans la simple pratique, quoi. Ouais. Ce que je trouve intéressant en escalade, c'est qu'il y a quand même ce côté d'aventure et c'est infini. Parce que t'as le monde entier comme terrain de jeu. Ouais. T'as toutes les montagnes du monde entier, les Dolomites, l'Italie, les États-Unis, partout dans le monde entier, ça doit être. En fait, chaque endroit, c'est un biome différent, avec des montagnes différentes, des environnements différents, des cultures différentes. Enfin, en vrai, je pense que ce qui me ferait le plus kiffer si je faisais de l'escalade, c'est ce côté d'aventure où t'explores un pays, puis t'explores du coup sa roche et ses montagnes.
Et du coup, ça rejoint même aussi l'alpinisme à un autre degré, mais qui est tout aussi intéressant, quoi. Mais c'est ce truc de... C'est infini, en fait. C'est un peu comme en street, quoi. Il y a toujours ce côté... tu peux pas te lasser parce que tu vas toujours découvrir des nouvelles choses. Ouais. Et en plus du street, tu vois, je trouve que moi, ce que j'aime dans l'escalade par rapport au street, c'est que le street, quand t'as un certain nombre de figures, mais on peut toutes les noter, tu vois, sur une feuille. T'as l'ensemble des figures à travailler. En escalade, c'est chaque bloc qui est différent. C'est-à-dire que quand t'as fait un bloc, tu peux pas te dire que j'ai fait un bloc dans telle côte. Du coup, c'est bon, toute cette côte-là, je la connais par cœur. Et je vais rien apprendre à refaire un bloc dans la même côte. Parce que chaque profil de bloc est tellement différent et varié que tu vas toujours être en perpétuel réapprentissage. Et du coup, tu gagnes à chaque fois. Chaque bloc que tu fais, c'est comme une figure en street, tu vois. Mais c'est une nouvelle figure que t'as faite. Hmm. Ce qui fait que tu peux pas te lasser. Enfin, si t'aimes vraiment ce sport, y a pas un moment où tu vas te lasser en disant j'ai fait suffisamment de blocs dans ma vie, c'est bon, genre j'ai fait le tour du problème, j'ai plus besoin d'en faire. Tu vois. En tout cas, c'est ma vision du truc, quoi. Ce serait quoi vos meilleurs conseils pour un mec qui fait du street qui aimerait se mettre à l'escalade? Faut poser la question à Nico, je pense. Bah, qu'il fasse attention Ouais, à sa force de doigt et qu'il aille pas comme un enculé. Parce que c'est ce que tu disais, en fait, c'est comme s'il était dopé du Moi. sport. oui, voilà. Son physique, il est abusé. Genre, il est du niveau des très hauts niveaux physiques des gens qui font de l'escalade. Mais ses doigts et ses tendons de doigts et d'avant-bras, bah, ils sont pas du tout adaptés. Et du coup, il peut très Ils vite se sont blesser débutants. là-dessus. Bah ouais. Et ça, je peux que accepter parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Voilà. J'ai fait une séance avec Robin, on faisait du bloc. Et il y avait une difficulté couleur rouge. Donc c'est une difficulté, je sais pas, en termes de cotation, du 5, du 5, du 6, Ouais, je sais 5, pas. 6. C'est Ouais. un peu du 6 en extérieur. Et c'était des prises avec des trous, C'est des bidois. Ce voilà, qu'on des appelle bidois. des bidois. Donc ça veut dire tu rentres tes doigts dedans et tu tires avec tes doigts. Tu rentres 2 doigts. Tu rentres 2 doigts. Et du coup, et en plus c'était un jeté, je crois. Donc tu jettes un de tes bras, tu rentres dans la prise, et après avec tes 2 doigts, tu fais une traction à un bras en gros pour aller chercher une autre prise en haut. Et ben 1, 2, 3 fois, 3 fois, mon doigt il a fait clac. Je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. J'ai lâché pendant un mois, j'avais plus de force pour serrer des haltères, tu vois, à 100%. J'avais vraiment Bah, c'est perdu tendu. de la sensibilité et de la force de serrage. Et je pense qu'il y a un truc qui a sauté un peu à l'intérieur et ça m'a pris quelques mois avant de revenir. Et ouais, en fait, j'avais la force de le faire, mais mes doigts étaient pas du tout prêts pour genre encaisser ça. Et ça pète très très vite, en fait. En gros, le corps humain, il est pas au départ prévu pour appliquer autant de charge dans les doigts. Tu vois, c'est pas comme marcher, quoi. Marcher, on est conçu pour ça, donc t'as de la puissance dans tes jambes. Mais te tracter sur des doigts, sur des bouts de doigts, voire 2 doigts ou un doigt, c'est pas un truc qui est conçu au départ comme ça. Donc ce qui fait que pour que tes structures tendineuses elles soient renforcées et qu'elles acceptent ces puissances de charge, et ben il faut beaucoup d'entraînement pour les renforcer. Et c'est malheureusement comme ça, mais une structure tendineuse, ça met beaucoup plus de temps à se développer qu'un muscle et à se renforcer. Pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent au niveau des doigts en escalade et qui se font par exemple des ruptures de poulie. La poulie, c'est la structure qui tient ton tendon, donc t'en as 2 par doigt, 3 même, et ça peut péter, tu vois. Si tu t'es Tu peux pas montrer assez. la caméra. Ouais, voilà. Une poulie, par exemple ici il y a une poulie, c'est la gaine qui tient le tendon qui passe dans le doigt. Bah, ça peut péter. Et après ça balance, tu vois, ça fait un. Et donc voilà. Donc après opération ou non, ça votre chirurgien vous le dira, mais selon les doigts que tu pètes. Mais voilà, c'est le genre de blessure que tu peux avoir en escalade, Putain. par exemple. Mais comme dans tout sport, il y a des risques de blessure. Après,
Si tu t'entraînes correctement et intelligemment et que tu grilles pas les étapes, normalement, il n'y a pas de souci Hmm. dans la logique. Est-ce que tu as envie de nous partager un peu certaines de tes vidéos aussi, Nico, et de ton niveau d'escalade d'avant? Non, vas-y, hein. Qu'est-ce qu'on a? Ça. Vous voyez là ou quoi? Je l'ai mis dans DaVinci parce que je vais pouvoir zoomer. Appuie sur P, mais ouais, P. parfait. Bah non, mais je pourrais pas zoomer après. Bref, vous Si. avez vu le bordel. Je suis ici. Ça, c'était comme quoi un 6B, 6B+. Je sais pas, et y a rien à dire. Je sais pas, je suis là, je grimpe et T'es voilà tout quoi. seul là? T'as un crash Ouais, pad? je suis tout seul. Ouais, j'ai un crash pad au début. Et après, voilà. Bah, c'est giga haut et giga engagé. Mais ce qui est bien aussi, c'est que il y avait aussi une variante où tu remontes l'arête. Là, c'était tu vas tout droit dans la dalle. Et du coup, quand je travaillais celui-là, tu pouvais te reposer sur le rocher. Donc tu vas pas comme un con, tu vas petit à petit. Et puis au bout d'un moment, t'as assez de force et c'est bon, t'es plutôt serein, tu vois. Mais en soi, même si là je tombe, je vais pas dire je peux mourir, mais tu retombes mal. Là, t'as un caillou, tu te casses la nuque. Et puis là, C'est ce que j'allais là-dessus, dire, si ouais, t'es il est sur la chauve ce dalle quand truc. t'es en haut, ton pied il glisse, tu descends tout ça, tu tombes, ben tu te pètes des trucs quoi. C'est pire que le freestyle en street, l'escalade en fait. Et alors Alors, là, analyse. c'est. C'est engagé, c'est ce qu'on dit souvent. Pour dire que Mais tu tu. risques de mourir, mais c'est C'est engagé. engagé ici. Mais bah Ouais, ouais, hein. quoi, ça. Ok, stylé. Non, mais vous trouvez pas ça intéressant, mais je pense que pour tous les gens qui découvrent et qui connaissent pas trop, c'est intéressant de voir les vidéos. Vous direz en commentaire, soutenez-moi de oui, c'est cool de voir les vidéos. Petit style orange fluo un peu, Nico, à cette Ah, mais époque. j'en avais Ouais. un rose, t'es pas prêt. Hein. Pourquoi t'as un truc qui pend à ta ceinture là, c'est quoi? C'est un Mais c'est sac la de magnésie, magnésie. ça. Mais genre, t'as le temps d'en mettre quand t'es en train de monter. Eh bah, ça dépend, mais Bah oui. ouais. Dans les moments de pause ou quoi, ou sur un bloc long, ça peut valoir le coup d'avoir de la magne avec toi pour en reprendre, ouais. Après, Putain, ils sont stylés. C'est où que tu grimpais, Nico? Saint-Aubin-du-Corbier, c'est. Mince. C'est à côté de Rennes, c'est dans la forêt de Rennes, là, à 30 minutes. Et le site s'appelle les Rochers du Blaireau. Le topo, il est gratuit en ligne. Ok. Faut être motivé et il y a après, plein j'inviterai pas les d'endroits à gens à brosser, grimper mais. tout seul avec un seul crash, hein. Alors, Robin a une intervention sécuritaire à dire. Ouais. Je pense que si vous avez jamais fait d'escalade, n'achetez pas un crash pad et partez pas tout seul pour faire ce que Nico est en train de vous montrer. Non, mais là, lui, ça va par exemple. Mais Au tu vois, risque de vous blesser. avec un, il y avait des endroits où des fois je le plaçais stratégiquement, ou des fois je le plaçais pas au début. Ouais. Parce que quand tu tombes, t'as pas forcément le temps déjà de tomber correctement, mais de viser aussi Oui. l'endroit de ta chute. Ouais. Pour ça que c'est important souvent d'avoir des pareurs, donc ce sont des gens qui sont derrière Putain, toi et qui sont le prêts à te pied, là. réceptionner à la chute. Faut une bonne souplesse. Est-ce qu'il faut travailler sa souplesse à côté? Oui. Bah, ça aide. La souplesse, c'est tout aussi important que la force. Parce que ça va te permettre d'arriver à certaines amplitudes et à certains positionnements et de faciliter le mouvement. C'est pas que tes muscles, c'est pas parce que t'es le plus baraque du monde et le plus lourd que tu vas y arriver. Au contraire, Ouais. vaut mieux être musclé mais léger et Et très sec. souple et sec que ultra musclé et fatos, quoi. Parce que t'as ton propre poids à porter aussi, d'une certaine façon. Donc plus t'es lourd, plus tu mets de la charge sur tes tendons.
Regarde, c'est où déjà? Je sais plus. Regarde. Ah, ça c'était un 6C, mais c'est un 6C que je cote genre 6B ou voire 6A+. C'était trop bizarre. Donc moins que ce que c'est. Mais c'était trop bizarre, Parce j'ai que pas des compris. fois aussi, il y a certains styles de blocs. Donc des fois, on a plus de facilité dans certains styles de grimpe. Ouais. Donc on peut se sentir plus à l'aise dans une cotation. Hmm. Il y a cette question-là aussi, tu vois. Je pense que c'est le bon moment aussi pour dire ce que tu voulais dire par rapport à la sensibilité de l'environnement. Ouais. Tiens, les bidoux à Et Jules. ben, ce que je voulais... Voilà. Oui, c'est ça. Exactement. Ça, c'est ma némésis. C'est ma kryptonite. En gros, quand on grimpe en extérieur, il faut prendre en compte le fait qu'on est dans un espace naturel. Donc chaque secteur a ses propres règles qui sont imposées par les organismes qui gèrent les zones extérieures, comme l'OMS ou ce genre de choses. Enfin, pardon, les organismes qui gèrent les forêts et tout ça, par exemple en France. Et à Fontainebleau notamment, il y a certaines règles que t'as pas forcément dans d'autres sites de blocs. Par exemple, le fait que la roche de Fontainebleau soit du grès. Donc le grès, ça s'effrite et ça se casse s'il est humide ou mouillé. Donc on grimpe pas quand il a plu ou quand il pleut. C'est une règle, c'est même pas une règle tacite, c'est une règle qu'il faut respecter parce que sinon on détruit l'environnement dans lequel on grimpe. Donc si vous détruisez les cailloux sur lesquels vous grimpez, il y a plus de cailloux à grimper. Donc il faut les respecter. Il faut nettoyer ses chaussons parce que souvent c'est du sable au sol. Donc un chausson qui a du sable, bah, forcément si tu marches sur le caillou, tu l'érodes et tu le patines. Et puis il y a toutes les notions de vous grimper dans une zone où il y a des animaux par exemple qui vivent. C'est leur maison quoi. C'est comme si toi tu venais jouer un concert de batterie à 4h du mat dans le hall de ton immeuble. Bah, tes voisins ils vont péter un câble, ils vont dire bah nous on dort tu vois. Bah, là c'est pareil. Pareil, tu vas pas faire tes besoins en forêt et laisser des PQ qui traînent partout dans la forêt, tu vois. Et ce genre de notions, bah, elles peuvent vous paraître classiques et évidentes. Et pour le coup, vu que c'est un sport qui devient de plus en plus mainstream et qui devient de plus en plus accessible à n'importe qui regarde une vidéo sur Instagram et qui dit tiens, je vais me mettre à faire du bloc, ben, c'est des gens qui connaissent pas forcément ces règles ou qui veulent pas les respecter pour diverses raisons. Et donc, qui vont venir abîmer l'environnement dans lequel on est, quoi. Hmm. Et donc, c'est important aussi de prendre en considération que on fait un sport, mais on le fait aussi dans un environnement, donc il faut savoir le respecter, et d'une part pour qu'il se préserve, et puis pour qu'aussi d'autres gens puissent bénéficier de la même chose que vous avez pu bénéficier à l'époque où vous avez grimpé. Parce que c'est... Plus on en prend soin, et plus tout le monde pourra en profiter. Ok. C'était le moment prévention qui est très important, mine de rien, pour préserver nos forêts. Euh, Là, Nico et Robin, on a regardé que des vidéos en extérieur. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas de vidéos en intérieur? Est-ce que ça veut dire que vous préférez l'extérieur? Est-ce que l'extérieur c'est mieux que l'intérieur? Ou est-ce que c'est mieux l'intérieur que l'extérieur? Alors, bah, moi, soit je commence, soit Nico qui commence. Comme Non, vous voulez. vas-y, Mais vas-y. je peux commencer. Pour moi, dans ma logique de pratique, l'intérieur est un entraînement pour pouvoir performer et grimper en extérieur. C'est ma vision personnelle du truc. Donc, je préfère largement faire un beau bloc et une belle cotation en extérieur qu'en intérieur. Il y a des gens qui, pour le coup, eux, vont privilégier l'intérieur ou n'ont même jamais fait d'extérieur de leur vie. Et qui, eux, ce qu'ils kiffent, c'est faire de la compétition sur résine en intérieur. C'est deux styles de grimpe différents aussi. En intérieur, en compétition, en tout cas, les compètes sont vachement plus spectaculaires avec des mouvements beaucoup plus dynamiques. En tout cas, en ce moment, c'est la mode actuelle. Vous avez pu le voir au JO et tout, avec des gros moves, des gros jetés. Il n'y a pas de JO en extérieur, si? En mode bloc. De quoi? Il y a des compétitions aux Jeux Olympiques en bloc extérieur? Non. C'est un truc de ouf. Ben, Mais comment tu voudrais faire? Ok, il y a pardon, des je t'ai petites coupé. compètes, mais Bah non, mais je me dis,
le sport, c'est quand même un sport qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire que le mode le plus naturel du truc, c'est des cailloux. Ok, t'es là, tu montes ton caillou. On fait un sport olympique dans le monde entier. Et on se dit non, bah non, nous, non, on va tout recréer en intérieur, en faux, en silicone, en plastique. Et maintenant, ça va être le sport national et on fait des compètes en intérieur. Mais c'est pas le truc le plus, genre, pas naturel du monde de faire ça. De se dire, ok, le sport est comme ça. C'est comme si tu prenais le canoë-kayak, tu disais bon, le canoë-kayak c'est sur de l'eau, en extérieur dans les rivières. Maintenant, on va construire une salle de 1000 mètres carrés, on va mettre de l'eau à l'intérieur, et mais c'est ce qu'ils font d'ailleurs. c'est ce qu'ils font. C'est un truc de ouf. et du coup, on reconstruit les conditions, mais de manière safe et contrôlée et tout. Mais d'un autre côté, tu perds ce côté hyper naturel, simple et genre Parce que c'est deux choses différentes. brutaliste du truc qui c'est ce qui fait l'originalité du sport et dans son mais- essence pure, tu vois. T'imagines les Oui, problématiques mais que Jules, ça comment est-ce que engendrerait, tu genre, voudrais sur, faire logistiquement pour organiser ça? Vas-y. Ouais. Tu vas voir, tu vas comprendre où je veux t'amener. JO à Fontainebleau, Ouais. t'as un mec qui fait une topologie, voilà, les blocs, les cotations, truc, les caméras, on met là, nanana, on invite que les athlètes. Pas de public, du coup pas de public parce que c'est impossible, il y a pas la place. Du coup c'est tout en retransmission télévisée. C'est ça Ouais, aussi, c'est le pour public. l'environnement, c'est pas du tout ouf, tu vois. Bah en tout cas faut que ça soit hyper contrôlé, c'est beaucoup plus compliqué et tout, mais au moins t'as des athlètes qui évoluent dans leur milieu naturel et qui sont plus proches de ce qu'est leur sport quoi. Déjà, nous, Oui, mais quand tu grimpes là où en je veux forêt, t'amener, Jules, tu mets pas de musique, tu mets pas de choses comme ça, tu vois. Tu fais le moins de bruit possible. Donc t'arrives avec 200 mecs, avec des caméras dans tous les sens et tout. C'est pas du tout fait pour ça, tu vois. Et c'est deux Le pratiques problème de différentes, ça, comme un Jules, alpiniste va faire un record ou quelqu'un, tu vois. Vas-y, c'est pardon. que les rochers, bah en fait, tu peux les travailler en amont. Du coup, ça a plus aucun sens, vu que t'es censé découvrir le rocher au moment où t'arrives dessus, sur la compétition. Hmm. Donc comment est-ce que tu résous ce problème-là? C'est vrai. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le manga Vagabond. Il y a la première compétition du manga, c'est Ah l'ouvreur non, mais qui pas l'a de faite, spoil. il a... Ouais, bah voilà. Mais oui, d'accord. Oui, je suis d'accord. J'avoue, ok. Je m'incline. Le principe d'une compétition, c'est que, effectivement, comme dit Nico, les athlètes arrivent face à un mur et ils ont tant de temps pour le sortir et ils le connaissent pas. Ouais. Oui, du coup, le côté Puis c'est le côté spectacle aussi. spectacle est tellement important et difficulté que on met outre le côté ce qu'est le sport pour le côté difficulté, quoi. Hmm. Et performance. Ce qui est attendu au JO, effectivement. Ouais, ok. On en était où? Parce qu'on s'est coupé là, mais le débat de base, c'est La finalité intérieur, extérieur. extérieur. Bah, moi j'ai répondu, je crois. Donc toi, c'est l'extérieur, Robin, parce que c'est le Ouais. côté naturel. Ok, Nico? Bah oui, c'est pareil dans ma tête. C'est ce que t'as dit, c'est à la base, ça vient de l'extérieur. Le but de l'escalade, c'est de grimper un caillou. Du coup, voilà. Et à l'intérieur, c'est un outil pour te permettre de faire ça en extérieur. Puis voilà quoi, hein, c'est pas hygiéniste de grimper à l'intérieur. Hygiéniste, vivre en harmonie avec les lois de la nature, hein, pas l'hygiénisme. Hein, t'as capté quoi, Oui. les vrais ils savent. Hmm. Est-ce qu'on pourrait dire que le street sur para, c'est pareil par rapport au sol? Bien sûr. C'est pour ça que moi j'ai fait beaucoup de sol et que j'ai cette approche pure du mouvement. C'est-à-dire que t'as juste à la base un sol et ton corps. Et de là tu t'exprimes. C'est ça qui est intéressant et qui recoupe les deux sports. Et ce qu'on disait au début du podcast, c'est ce côté simplicité que tu retrouves partout sur Terre en étant juste un humain sur Terre, dans ton environnement. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve. Et c'est un peu cette passion aussi qu'on partage tous.
C'est-à-dire qu'on n'est pas là mettre des protèges coudes, protèges tibia, je sais pas moi, des trucs pour aller dans une salle, mettre de la magnésie et... Mais c'est vrai, c'est des vraies questions parce que, en gros, par exemple, Soudain Seul, c'est un bloc qui a été fait et pour l'ouvrir, en gros, il est fait avec une genouillère. Parce qu'il y a un coincement de genou à faire. Et le gars qui l'a fait, bah, pour pouvoir le passer, il avait dû mettre un livre, donc il avait le livre Soudain Seul avec lui, qu'il a mis sous la genouillère, parce que sinon il était trop court, tu vois. Donc Ah techniquement, ouais. pour faire ce bloc-là, Il a utilise pris un tous, échafaudage, ils genre. utilisent tous une genouillère. Non mais c'est Non, pas mais, tu vois, après on peut se demander, genre, est-ce que Non le mais fait d'avoir une genouillère ou pas de genouillère? c'est comme si je mettais un bloc en dessous de moi quand je faisais une planche mais- et je pouvais reposer mon corps et je fais une planche, genre. Non mais genre j'étais trop court, j'ai modifié mon bras de levier, genre c'est non c'est pas possible. Oh, tu l'as vu sur pas Insta, possible. le truc de. Il y en a, ils mettent un boudin sur l'aisselle Oui, pour bloquer son. oui. Pour caler l'angle de levier du bras de levier du bras, mec, ça n'a aucun sens. Mais ça, du coup, c'est un peu. C'est controversé. Ça nous amène la question des conventions. C'est-à-dire que quand tu es en escalade en extérieur, en tout cas, il y a certaines conventions qui sont que si tu as un départ, ce qu'on appelle un départ assis, donc tu pars au sol, c'est que tu dois avoir le cul posé par terre et tu commences ton mouvement. Et tu fais pas un départ assis en commençant accroupi parce que Ou en sautant, t'as ouais. pas la taille. Tu vois. Oui. Oui, c'est Si- comme tu sautes pas pour être le plus haut sur le bloc, Voilà, et en alors fait, que le départ il se fait tout en quand bas tu- assis, genre. Quand tu lis le bloc, quand tu lis la fiche technique d'un bloc, tu te dises, vous commencez avec telle prise en main gauche, telle prise en main droite, et tu vas pas prendre une prise au-dessus parce que Oui. toi t'es plus grand, tu vois. Oui. Ou par exemple, Oh bah moi je peux atteindre la prise 5 il y a certains, direct. il y a certains blocs où il y a des prises interdites. Tu vois, parce que sur le rocher, si tu prends cette prise-là, ça facilite le bloc, donc elle peut être interdite, tu vois. Bon bah si tu l'utilises pendant ton ascension, bah forcément ton bloc il est nul, tu vois, parce que Hmm. d'une certaine façon, t'as triché. Et pour moi, vu comment les cotations peuvent être problématiques sur le fait que déjà on se pose beaucoup de questions de est-ce que ce bloc vaut vraiment cette cotation-là et tout. Si en plus de ça, on respecte pas les règles pour que ça soit fait de la façon la plus pure possible, et ben ça compte pas. Enfin, Oui, du coup, plus ça n'a aucun rien n'a de sens. sens. Typiquement, la touchette, c'est interdit. C'est-à-dire que si, normalement, C'est quoi une dans les touchette conventions, c'est que bah, si par exemple ton pied, il va frotter le crash pad pendant un mouvement, pendant ton bloc, bah, Oui, no rep. Tu touches le sol, no rep. tu recommences. Oui, bah oui. Mais, Non voilà. mais voilà. Tu fais une planche push-up, tes pieds ils touchent le sol, tu te reposes, tu relances et no rep. C'est pas. Et ouais. Hmm. Ouais, les sports sont similaires. Les sports sont plus similaires que ce qu'on pense. Mais hein. pourtant, il y a beaucoup de gens qui vont pas le respecter, tu vois, ou qui vont se dire, bah moi je m'en fous, j'ai touché, mais en vrai, ça a pas changé grand-chose dans mon essai, donc je le valide, tu vois. Hmm. Ouais, ok. Après, chacun a sa propre perception des conventions, mais tu peux être plus ou moins drastique dessus. Mais ça, c'est entre son âme et conscience. Mais disons que de mon point de vue perso, surtout quand tu es dans ton niveau max, si cette cotation si tu l'as fini et ça valide le fait que c'est ton nouveau niveau parce que c'était ton niveau maximum, si tu le fais pas le plus proprement possible, bah du coup c'est un peu biaisé quoi. C'est un peu dommage d'avoir passé des centaines et des centaines d'heures sur un bloc à t'entraîner pour réussir à le sortir si quand tu le sors, tu vois, tu fais une sortie dégueu Hmm. ou tu fais un truc qui est pas clean quoi. Bah, il y a ça, et en même temps, genre, ok, tu l'as sorti par rep suivant les conventions, mais pour toi, t'es en mode ouais, je me le valide et je suis content. Parce que si t'avais des standards qui étaient trop hauts, bah, au final, ça fait que tu vas pas passer à autre chose et pas continuer ton process et progresser, et tu vas perdre du temps dans ta progression. Mm. C'est comme l'ego lifting en muscu. Genre, il y a un moment, faire un peu d'ego lift et débloquer des paliers, même si c'est pas propre et que c'est no rep, mais te les valider à moitié ou un peu dans le déni, bah ça fait que ça relance la progression et overall, t'es plus rentable que Mm. si t'essayais d'être parfait tout le temps, tu vois. Ouais, c'est une petite question d'équilibre entre ta progression et à quel point t'es dur avec toi-même, quoi. Mais là, les conventions, c'est même pas une question d'être dur avec soi-même, c'est les règles à respecter. Oui, ça c'est la. Oui, oui, Les c'est échecs, tu respectes ces règles, tu vois. intransigible. Ouais, ouais. Tu vas pas bouger une pièce différemment juste parce que. Oui.
Ça te facilite la vie, quoi. Il y a un autre point dont je voulais parler, c'est entre le street et l'escalade, c'est tous les deux des sports individuels, donc que tu pratiques tout seul, toi-même, avec ton propre corps, mais d'une certaine manière, sont souvent peuvent être pratiqués en groupe ou en solitaire, les deux. Et du coup, je me demandais quelle était la différence et les points communs entre les deux, euh, pour ensuite arriver genre au free solo, tu vois, à ce qu'on pourrait voir de plus ultime dans l'escalade, tu vois, la pratique seule, non sécurisée, non encordée, où tu risques ta vie. Est-ce que c'est pas ça la mentalité spirituelle ultime de l'escalade? Du coup, est-ce que vous avez préféré pratiquer l'escalade seul ou accompagné? Et à ce moment-là, est-ce que vous pensez aussi que le free solo, c'est le truc ultime ou pas du tout? Et c'est différent. Et juste pour finir, euh, je voudrais recommander un documentaire d'un alpiniste qui est super fort en free solo. Euh, Tu parles de Marc-André Leclerc, c'est ça? voilà. Mm. Marc-André Leclerc, et le nom du documentaire, c'est l'alpiniste, je crois. The Alpinist en anglais, voilà. Je vous recommande vivement ce documentaire, il est magnifique. Voilà. Et maintenant, je vous laisse répondre chacun votre tour. Bah, alors sans parler de voix, parce que ici on parle plus de blocs, là en tout cas pendant le podcast, c'est un sport qui se pratique. Enfin, dans le mouvement, t'es seul. Dans ta performance, t'es en solo, quoi. T'es dans ta tête. Donc, quand tu fais ton bloc, t'es tellement de façon focus que t'es concentré sur rien d'autre que juste faire tes mouvements, donc c'est solitaire. Par contre, ce qui est vachement important, c'est les gens qui sont avec toi. C'est-à-dire que t'as un pareur qui va être derrière toi, d'une part pour te parer physiquement si tu chutes, pour pouvoir te réceptionner et te mettre le plus en sécurité possible sur le crash, pour te réceptionner pour pas que tu crèves, en gros. Mais aussi, un pareur peut jouer le rôle d'encouragement et ça peut te permettre de te dépasser, tu vois. On a vu ça aussi. Là en ce moment, bon, suite à une blessure, je fais beaucoup de renforcement et de rééducation actuellement. Et on parlait de ça avec ma kiné où je vais avoir des tests physiques à faire, des paliers à passer. Et elle me disait qu'il y a certains tests, en fait, dès le départ, il faut savoir ou non si tu vas être encouragé, parce que ça va modifier tes résultats finaux. En gros, ils se sont rendus compte que si on t'encourage vraiment dans un effort de force extrême, ton nombre de reps à la fin, c'est pas le même Ah ouais? que si tu as été solo à faire l'exercice au maximum. Tu vois, si Ouais. quelqu'un te crie dessus, ça peut te pousser énormément. Et ben en bloc, on a ça. C'est-à-dire que nous, quand on fait des blocs en groupe, les gens derrière, ils sont là, ils t'encouragent, ils peuvent aussi te donner des conseils ou des tips si t'es perdu, tu vois, il y a ces notions-là, tu vois, et d'encouragement, et ça peut t'élever et te donner de la puissance. Comme il y a aussi des gens qui veulent pas du tout de bruit et qui veulent grimper dans le silence et qui veulent pas d'encouragement parce que ça les déstabilise, tu vois. Nicolas Carré. Mais du coup, c'est deux approches différentes. Mais ça va être parfait, parce que ça va être parfait, là. Après, le free solo, c'est encore différent parce que il y a un côté où c'est très méditatif, je pense, et c'est aussi pas fait par tout le monde. Et je pense on l'a vu avec Alex Honnold et tout, ils ont fait des tests sur son cerveau et ils se sont rendus compte qu'aussi il avait pas la même façon d'appréhender le danger et son cerveau réagit pas de la même façon que quelqu'un de lambda, j'ai envie de dire, tu vois. Donc pour lui, la notion de danger est pas la même que pour toi. Et puis il est tellement habitué à faire ça que c'est sa norme, tu vois. Donc il y prend peut-être un plaisir où nous on n'y verrait pas de plaisir, on n'y verrait que du danger. Hmm. Donc je sais pas si c'est le point de vue ultime de l'escalade parce que c'est des pratiques différentes. Toi, est-ce que c'est un truc que tu rechercherais à expérimenter un jour ou pas? Moi j'ai déjà fait un bloc au niveau très bas mais qui était assez haut, qui faisait plus de 8 mètres en gros. Donc c'est un début de highball. Après t'as des secteurs aux États-Unis donc comme Bishop et tout en Californie où c'est que des highballs. Ils sont connus pour ça, mais les blocs sont tellement hauts que si tu tombes, t'es vraiment Tu dead, meurs, quoi. ouais. C'est du mini free solo, mais en bloc. Euh,
j'ai flippé de le faire, mais quand je l'ai fait arriver en haut, en fait, t'es tellement obligé d'être dans le mouvement parce que t'es à une hauteur tellement haute que les idées de je vais tomber, elles n'existent plus, elles disparaissent, tu vois, d'une certaine façon. De toute façon, t'es dedans, en fait. T'es dedans T'as à plus le fond, choix. en fait. Du coup, quand tu passes ce truc-là et que t'arrives à finir le bloc et mentalement à ouvrir la porte de j'ai plus de soucis, je trouve que t'as une sensation, c'est tellement agréable et c'est aussi un kiff que je peux comprendre que tu vois des gens veulent vraiment en faire une vraie passion à part entière et le faire vraiment souvent. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle, tu vois? Est-ce que t'as envie de mettre ta vie dans la balance aussi de ta pratique? C'est comme faire du base jump ou des choses comme ça, tu vois. Les sensations, elles sont extrêmement intéressantes, mais après, ça c'est personnel. C'est chacun décide s'il a envie ou pas de mettre sa vie en danger. T'es pas forcément obligé d'atteindre ce niveau-là pour prendre du kiff. Tu peux très bien t'éclater à faire un bloc qui fait 2 mètres de haut max, mais par contre, qui te met dans des positionnements et des difficultés tellement énormes que tu vas prendre grave du plaisir à arriver au-dessus du bloc, tu vois. T'as pas besoin de faire une voie, forcément. C'est d'ailleurs la différence entre les bloqueurs et les grimpeurs. Enfin, un mec qui fait de la voie ou de l'escalade, il va kiffer, lui, l'ascension et la hauteur, alors que nous, on peut prendre du plaisir sur un mini caillou, quoi. Ouais. Très bien. Et toi, Nico? Bah ouais, en soi, la question du free solo, si on suit mes principes de vie, oui, effectivement, c'est la finalité. Après, c'est toujours pareil, c'est toi, où est-ce que tu places le curseur, bah, comme disait Robin, avec est-ce que tu mets ta vie ou pas, tu vois, en jeu. Et puis après, sur le truc de grimper avec des gens, ouais, moi je grimpe 90% du temps seul ou à minima dans le silence. Et puis après, 10% du temps, tu rajoutes des personnes et c'est stylé de partager ça avec des gens, quoi. Et cette notion de motivation et les gens qui te crient dessus, euh, t'en penses quoi? Et même par rapport au street? Bah, je pense que c'est aussi beaucoup lié à ta nature en tant qu'être humain, même si ça peut changer au cours des périodes de la vie. Mais moi, j'ai toujours été de nature très solitaire dans ma vie et même tout ce que je fais. Et aussi parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus gratifiant que d'apprendre et de réussir dans un process seul. Et tu vois, je trouve que dans la vie, les gens qui apportent à d'autres gens, c'est des gens qui ont arpenté d'abord le chemin seul. Et tu peux apporter aux gens justement parce que toi, tu l'as fait tout seul avant. Alors que apprendre un truc avec des gens, eh ben, ça va être plus compliqué à transmettre. Et étant donné que transmettre, c'est quelque chose qui m'anime dans la vie, c'est aussi pour ça que je fais beaucoup de choses seul. Je suis mon propre rat de laboratoire et je teste tout sur moi-même en fait avant. Et du coup, l'expérience que j'en tire par rapport à la partager avec d'autres gens quand j'apprends dans le processus d'apprentissage, bah, j'en tire 1000 fois plus de choses. Et puis dans le silence parce que bah c'est ça aussi, c'est je me mets dans un état, bah c'est une méditation en fait. Je suis au début du bloc et je cligne des yeux et l'instant d'après je me réveille en haut. Et je me souviens plus du tout de ce que j'ai fait. Je suis d'accord avec ça. Moi aussi, j'ai cette sensation d'hypnose un peu, où, bah, d'ailleurs, je le vois souvent en salle quand je m'entraîne, ou dès que je commence le bloc, j'entends plus les gens qui sont autour de moi. Tu vois, mon cerveau, il est dans les mouvements, et je sais pas, c'est instant, tu vois. À chaque fois, genre, Ouais, c'est ça ouf. déco. Mais c'est vachement agréable du coup, parce que c'est comme si t'étais en train de méditer, sauf que t'es en train de faire des mouvements. Mais moi, je trouve il y a ça aussi en street, hein, quand tu fais des combos, quand tu pars sur un gros truc, t'as un tel niveau de concentration que au pire t'entends des voix autour de toi, mais genre Et ton vraiment cerveau, il les t'es... analyse pas forcément. Bah pas du tout, t'es... En plus, il suffit que t'aies tes écouteurs et ta musique à 120 décibels, je peux te dire, je peux te dire, personne qui t'atteint, genre. Tu peux déchirer un muscle, tu vas rien entendre, tu vas juste avoir mal à la fin du mouvement, quoi. C'est... Non, c'est un truc de ouf. C'est un truc Et de tu vois, ouf. je connais un Et gars, ça il s'appelle switch Arjuna. instantanément. Il se met des drops quand il fait de l'escalade.
Oui. C'est drôle parce que d'Arjuna, on pourrait se dire non, faut que ça soit dans le silence et tout. Ouais. L'autre jour, j'étais à l'escalade avec Et lui. non, Je le vois, il commence à mettre ses écouteurs. Il me dit, moi, je me mets un drop et tout. J'étais, ah ouais. J'avais jamais vu C'est ça de ma super vie. intéressant. Il est le seul à faire ça dans la salle parce que généralement, à l'escalade, bah, tu fais jamais ça. Tu fais un truc. Mais tu vois, il pratique le sport à sa sauce et c'est ça qui est stylé aussi. Mais oui, ce qui est trop cool avec Arjuna, c'est qu'il pratique vraiment à sa manière, il fait ses tests et c'est lui, tu vois, c'est vraiment lui. Et d'ailleurs, les gars, petite parenthèse, mais bientôt, je vais refaire un épisode avec Arjuna et ça va être bien stylé. Il a refait plein d'aventures sur des glaciers et tout, des trucs de ouf. Et on a vraiment hâte de tout vous raconter et ça va être super intéressant. Ça sera sûrement le prochain hors-série d'ailleurs. Ouais, j'espère que ça vous plaît ce genre de format et d'hors-série parce que on a envie de continuer un peu à vous faire découvrir des trucs au-delà du street. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un truc dont tu voulais parler en plus, un truc que tu voulais rajouter, un message, un conseil, n'importe quoi que tu aimerais partager aux gens? Ben, Non. non. Non, Regardez-vous. moi je serais curieux de voir s'il y a il y a beaucoup de streeteux ou pas qui seraient intéressés par découvrir le monde de l'escalade, parce que je pense que il y a une passerelle qui peut être intéressante, surtout si vous êtes dans cette recherche du mouvement pur et de se mouvoir sur un rocher ou sur un mur dans une salle, parce que comme disait Edinger, l'escalade c'est ce qu'il appelle l'opéra vertical, tu vois, où c'est limite de la danse d'une certaine façon, et c'est aussi ce que tu peux avoir quand tu fais des combos en street, où t'es dans cette recherche de grâce et d'élégance, tu vois, tu utilises de la force brute pour te paraître léger et doux, donc je pense que ça peut être intéressant. Après, je pense que c'est aussi une expérience intéressante de tester en extérieur comme on vous a montré, parce que ça vous permet de vous reconnecter aussi à l'univers, et ça peut vous plaire aussi de pratiquer dans un environnement qui est apaisant et sain, tu vois, surtout quand on vit en ville et qu'on est dans une énergie qui est pas forcément bonne pour tout le monde. Enfin, il y a des gens qui aiment moins, donc je peux comprendre largement ce truc-là. Par contre, si vous faites ça, essayez de le faire de façon encadrée ou avec des gens qui peuvent vous donner les conseils et des pistes pour, d'une part, pas vous mettre en danger, mais aussi pour respecter l'environnement dans lequel vous allez rentrer, parce que c'est un nouveau monde et, c'est important de le respecter et de le faire de la façon la plus clean possible aussi pour vous, parce que bah, c'est un nouveau jeu, donc bah, il faut l'apprendre, il faut apprendre ses règles qui vont avec. Hmm. Et, mais ça peut ne vous apporter que du bon d'un point de vue personnel, et je pense que ça peut aussi se mêler à la pratique du street, tu vois. C'est un truc qui peut se mélanger, on peut faire un peu les deux et ça peut permettre de gagner des forces pour progresser dans sa propre pratique, tu vois. Voilà. Ok. Et toi, Nico? Bah, pour ceux qui sont dans des périodes des fois pas faciles en street, souvent le street en plus c'est un sport où on a tendance à faire que ça de sa vie. Du coup, si ça va pas, bah là, ta vie c'est de la merde. Bah, essayez, enfin, apprenez à vous détacher un peu de ça et va faire 2-3 séances d'escalade, ça va te faire du bien. Mais même pas que de l'escalade, n'importe quoi d'autre. Mais l'escalade, étant donné que c'est vachement complémentaire avec le street, c'est pour ça que c'est intéressant. Puis voilà. Ouais, je vous rejoins tous les deux là-dessus du coup. Et effectivement, si vous avez besoin de vous changer les idées et tout, allez avec un pote ou tout seul dans une salle de bloc à côté de chez vous et faites-vous kiffer. Franchement, allez parler à des gens. Ça peut vraiment vous changer les idées. Et après, vous revenez à votre training de street, vous êtes bien, vous avez mis un peu de repos. Dans le meilleur des cas, ça vous décrasse en plus votre machine qui est faite que pour faire des planches et vous faites tellement de planches que vous faites plus jamais rien à côté, vous savez même plus faire de traction. Franchement, ouais, allez-y, faites du mouvement, faites d'autres trucs différents et ça va être que positif pour votre physique et pour votre mental. Euh, vous êtes obligé de faire une séance après ce podcast. Voilà. Eh ben écoutez, je pense qu'on approche de la fin de l'épisode. Merci beaucoup
Robin, d'être venu pour cet épisode et de nous avoir partagé un peu toute ton expérience. Euh, Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. J'espère qu'on refera d'autres épisodes sur l'escalade. Et merci Nico aussi encore. Et on vous fait des bisous. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et grimpez bien. Ciao, ciao. Ciao.